Bonjour chers amis, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane et puis tous ceux qui peuvent nous capter un peu plus loin, l'outre-mer. Alors, une émission particulière. Aujourd'hui, il n'y a pas de professionnel de santé avec moi. La dernière fois, j'étais tout seul. Hein. J'ai réussi, j'espère, à vous tenir en éveil pendant cette heure-là. Aujourd'hui, j'ai invité deux personnes, mais qui nous ont fait l'avantage d'en inviter une troisième. Alors, qui sont ces deux personnes? Comment je les ai rencontrées? Hier, dans le quotidien de la Martinique, je lis un article intitulé « Atelier thérapeutique pour les victimes d'agressions sexuelles ». C'est toujours très délicat hein, de parler d'agression sexuelle. On ne sait pas quoi dire, quoi faire. On nie souvent l'agression sexuelle. J'ai même dernièrement, dans un des messages internet, comme on voit, je reçois plein de choses. Il y a même un imam de l'autre côté là-bas qui disait qu'il ne fallait pas utiliser l'ADN dans le cas de viol. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de déni du viol, déni de l'agression sexuelle, alors qui est de toutes sortes. Hein. Agression sexuelle sur la femme, sur l'enfant, qu'il soit garçon ou fille. Donc toute une série d'agressions avec des conséquences particulières. Alors pour pouvoir parler de cela, il y a deux femmes à Martinique, parmi les autres, hein, qui font une action intéressante. Et c'est pour ça qu'on a parlé d'atelier thérapeutique pour les victimes d'agressions sexuelles, avec l'aide de psychiatres et de médecins. Alors, Sylviane Bourra-Eustache, qui est sur ma gauche, est coordinatrice de SVS. Alors, c'est Stop aux violences sexuelles. Boum. C'est clair. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. À ma droite, Madame Sainte-Rose, qui est une coordinatrice de l'AMEVI, qui est une association 1001 victimes d'inceste. Donc oui, parce qu'il y a l'agression sexuelle commune, le viol dans la rue ou ailleurs, et puis il y a l'inceste. Et là aussi, il y a toujours un déni en ce qui concerne l'inceste, surtout chez nous. Hein. Il y a toujours un déni. Et il faut espérer que l'émission d'aujourd'hui va apporter un éclairage particulier, avec une écoute particulière aussi des personnes qui ont subi ces agressions, avec toutes les conséquences sociales de vie, d'intimité, tout ce que ça peut comporter. Merci mesdames d'être là. Et merci de nous avoir amené Rochane, pardonnez-moi, Saïd Natar, qui est cambodgienne. Alors, Rochane a une expérience particulière parce que c'était une rescapée des camps cambodgiens. C'est une des rares rescapées des camps cambodgiens. Elle est réalisatrice. Elle a poussé le culot d'aller interviewer son tortionnaire. Hein, et elle a fait un film avec ça. Hein, et si jamais on voit là, voilà. Elle a fait ce film, elle est allée interviewer Kyo Chon-pan qui a mis le Cambodge vraiment à plat, a tué 3 millions de personnes. Sur 7. Et Rochana est une des rescapées de cela. Donc elle va nous parler de ça parce que la violence qu'il y a eu au Cambodge, c'est l'équivalent d'un viol. Est-ce que j'ai présenté les choses comme vous vouliez, mesdames, comme vous le souhaitiez? Je souhaiterais dire une chose qui est importante, c'est que Fabienne Sainte-Rose est présidente de l'AMEVI et c'est elle qui a impulsé cette association. Alors que moi je suis coordinatrice de SVS, qui est une association de l'Hexagone. Ah, de l'Hexagone, c'est une association nationale. Donc c'est une association nationale. Alors que l'AMEVI c'est une association martiniquaise. D'accord. Bon, alors, depuis quand elle existe, votre association? Donc l'AMEVI a été créée le 11 février 2014 et nous avons commencé les groupes de parole le 22 février 2014, tous les samedis après-midi qui se déroulent au CHU de Fort-de-France. Donc c'est des groupes de parole de victimes d'agressions sexuelles, donc de viols et dans l'enfance et à l'âge adulte. Donc c'est des groupes qui reçoivent tant des hommes que des femmes, puisque nous savons que les agressions et les viols sont dirigés aussi vers les enfants, les petits garçons et les petites filles. Donc nos groupes sont des groupes d'adultes, hein, donc c'est de 18 ans, on a accueilli des gens de 18 ans à 66 ans. Et c'est vrai que depuis que la parole se libère, depuis que Zouk TV nous permet de faire
assez souvent des interventions, nous recevons vraiment beaucoup d'appels de femmes, d'hommes en détresse qui, pour la première fois, peuvent dire ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits, à 3 ans, à 5 ans, à 7 ans. Et c'est quelque chose de vital. Et c'est vrai que pendant toutes ces années où elles ont fait comme si elles pouvaient, comme si elles étaient comme tout le monde, comme s'ils étaient comme tout le monde. Et cette association-là permet vraiment de libérer la parole et de se positionner dans la vie et se donner une nouvelle chance de vivre. Voilà. Alors, l'inceste est une chose aussi commune qu'on pourrait le penser. Alors, parce qu'on en parle toujours sous le manteau, on ne veut pas accepter. Je parlais de déni tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inceste à la Martinique? Je pense qu'il y a énormément d'inceste à la Martinique, vu l'explosion des appels qu'a reçu l'unité anxiété et dépression qui nous reçoit le samedi après-midi, une unité créée par le professeur Aimé Charles Nicolas et dirigée aujourd'hui par le professeur GL et le docteur Sigvard. Depuis nos émissions, ils reçoivent énormément d'appels. Donc comme on dit souvent dans toutes les sociétés, c'est un crime tabou. Donc en Martinique, c'est tabou aussi. Et tabou, mais très, très, très fréquent. Voilà. Et on s'étonne d'avoir des milliers de toxicomanes, des milliers d'alcooliques, des milliers de chômeurs, des milliers d'obèses, des milliers d'accidentés de la route, des milliers d'AVC. Il fallait s'interroger pourquoi. Parce que ces violences dans l'enfance sont la source de la violence tout court. Voilà. Je voudrais rebondir. J'allais vous demander. Que Madame Fabienne Sainte-Rose vient de dire, vraiment, dans les familles, qui est le lieu d'amour, où on doit trouver protection, on doit être rassuré, assuré. À la Martinique, malheureusement, c'est aussi le lieu de toutes les violences. Et quand on a subi ces violences-là dans l'enfance, il n'est pas étonnant qu'à notre tour, on puisse être violent quand on n'a pas été pris en charge et soigné. Il faut rappeler aussi que l'impact des viols, l'impact de l'inceste, c'est multifactoriel, multidimensionnel. Ça prend toute une vie. Et donc les psychotraumatismes et les traumatismes psychocorporels sont nombreux. Les victimes aujourd'hui présentent toutes sortes de maladies, des cancers, des maladies auto-immunes. Beaucoup de femmes souffrent d'endométriose à la Martinique. C'est une maladie qui est fréquente à la Martinique. C'est des femmes. Beaucoup de cancers, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, le diabète, l'obésité, l'anorexie. On est vraiment dans un panel de traumatismes corporels qui devrait nous interroger. Malheureusement, les professionnels de santé, les professionnels du social ne sont pas suffisamment formés. Le docteur Violaine Guérin, je reprends ses propos, le docteur Violaine Guérin qui est présidente de notre association, qui est endocrinologue, qui est gynécologue, reconnaît elle-même qu'elle a reçu une formation très limitée par rapport à ces violences sexuelles et qu'elle est allée, elle, se former. Elle s'est posé la question, elle a eu à rencontrer bon nombre de patients et elle est allée les interroger, ne comprenant pas des récidives, ne comprenant pas que malgré des traitements qu'elle pense efficaces, qu'elles n'obtiennent pas les résultats escomptés. Et elle a pris le temps. Elle a pris le temps d'écouter les patientes. Et là, elle s'est rendue compte qu'à la source de toutes ces pathologies, il y avait viol, il y avait inceste. Il y avait quelque chose que ces patientes n'arrivaient pas à dire et qu'elles disaient avec leur corps. Puisqu'elles n'étaient pas écoutées, puisqu'elles ne pouvaient pas dire, le corps s'est exprimé. Et d'ailleurs, elle a écrit un livre qui s'appelle « Ces corps, écoutons ces corps qui parlent ».
Et donc elle n'a eu de cesse depuis de créer cette association, de convoquer les autorités pour leur demander mais on en est où, qu'est-ce qu'on fait. Donc une étude épidémiologique, je vais en reparler tout à l'heure si vous le permettez. Okay. Et puis mettre en place une stratégie, comme une stratégie vaccinale. On va dire, on se donne 5 ans pour stop, on va arrêter ces violences faites aux enfants, faites aux petits garçons, faites aux femmes, pour que les gens ne soient plus aussi souffrants, aussi malades, aussi désemparés dans leur vie de femme, dans leur vie d'étudiant. J'aime beaucoup ce qu'elle dit, Isabelle Aubry. Elle dit, j'ai laissé dans le lit de mon père mes études, on le voit pas, voilà. ma santé, ma scolarité. J'ai laissé ça dans le lit de mon père. Dans le lit de mon père. De mon père. C'est extrêmement important, extrêmement grave, tout ça. Alors expliquez-moi, comment vous vous êtes rencontrés? Parce que vous avez 2 associations différentes, complémentaires, et c'est ensemble qu'on est fort apparemment. En début d'année, j'ai concrétiser la création de l'association, je suis allée chercher ce qui se faisait déjà, donc tant en Martinique. Donc même si je suis pour le moment la seule association qui organise des groupes de parole de victimes, mais il y a une autre association qui s'appelle le SAVAS, qui s'appelait le SAMVAS avant, donc qui est créé depuis 2001, je crois, qui s'occupait des mineurs victimes d'agressions sexuelles. Donc je me suis interrogée sur ce qui se faisait tant en Martinique qu'en France. Donc j'ai connu AIVI, donc l'Association internationale des victimes d'inceste, donc présidée par Isabelle Aubry, et j'ai aussi rencontré donc sur le net SVS, Stop aux violences sexuelles. Donc je suis rentrée en contact avec eux effectivement en France et leur programme d'action faisait sens pour moi. Donc j'ai eu à parler avec le docteur Violaine Guérin et très vite, j'ai mis en relation donc tant le SAMVAS, le professeur GL et d'autres personnes autour de moi qui pouvaient nous aider à travailler ensemble. Et donc c'est comme ça que Madame Boaestache est devenue la coordinatrice de SVS, parce que je pense que c'est important d'avancer en réseau, connecté et ensemble. Voilà. Donc l'AMVI un objectif et un but de soutien pour les victimes. Voilà, c'est quelque chose de concret, donc et de spécifique et d'innovant en Martinique. Le SAMVAS s'occupe, donc qui est dirigé par Madame Sebarek et dont la psychologue qui prend en soin les victimes, c'est Madame Petit Cynthia. Donc on travaille en collaboration aussi avec Stop aux violences sexuelles qui a un programme bien précis donc sur porteur de projets de santé publique. Donc tant avec une étude épidémiologique, donc sur le plan juridique aussi. Donc on avance pour que, on se bat aussi pour que ces crimes-là soient imprescriptibles. Donc là, bientôt, on va passer de la période de prescription de 38 à 48 ans. Donc c'est un combat que mène SVS, que mène AIVI et d'autres associations. Donc il y a un combat juridique, il y a un combat sur l'information et la formation et la prévention et voilà. Oui, donc l'association Stop aux violences sexuelles, c'est une association qui porte un projet de santé publique. Alors que, tandis que l'association de Madame Sainte-Rose, c'est une association qui prend en soin les victimes. L'association SVS propose un certain nombre de choses. Donc, pour venir en aide aux victimes, l'association s'est donné comme objectif de quantifier, de comprendre et de quantifier. C'est pour ça qu'elle a lancé cette étude épidémiologique. Alors, est-ce que vous nous en parlez ? Donc, sur le site de SVS, donc on s'inscrit,
on peut s'inscrire, toutes les victimes s'inscrivent, et elles vont recevoir un code avec un numéro. Donc il y a une sécurité, tout est fait pour que l'anonymat, la sécurité soit respectée, parce que quand on a été victime de violences sexuelles, on a subi tellement de déni, de rejet, de mépris, qu'on a besoin qu'une certaine intimité, qu'une certaine sécurité nous soit offerte. Donc la façon de mener cette étude respecte cela. Donc il s'agit pour cette étude de quantifier, de savoir combien il y a de victimes et surtout vraiment comprendre toute la problématique de santé des victimes. Donc un questionnaire a été établi pour savoir quel type de maladie, quelle fréquence, quels symptômes, voilà, tout ce panel-là. Pourquoi? Parce que deux choses importantes. Pour certains types de maladies, il y a une prise en charge à 100%. On a décrété que certaines personnes devaient être prises en charge à 100%. Et on s'est rendu compte que quand on a été victime de viol et de violences sexuelles, on développe tellement de maladies qu'on se retrouve à prendre en charge une santé qui est extrêmement fragile et ne pas avoir les moyens. Donc l'association s'est dit qu'il serait important que cette violence-là, ces viols, cet inceste soient pris en charge aussi. Donc il y a une proposition qui est faite et l'association SVS travaille en partenariat aussi avec le ministère de la Santé et a demandé à ce ministère qu'il y ait une prise en charge ALD 31 comme à 100% comme d'autres types de maladies. Madame Cétreux, oui, je vous en prie. Oui. Comment votre rencontre avec Rochane peut avoir une relation avec ce que vous vivez à travers votre association? Rochane Saïd Natar, je l'ai rencontrée il y a 4 ans lors d'un festival de cinéma. Donc, elle venait de réaliser le film L'important c'est de rester vivant. Donc, il raconte son combat pendant le génocide. Donc, je vais la laisser mieux en parler. Mais moi aussi, je viens du milieu audiovisuel et du cinéma. Et au moment de cette première rencontre, je ne savais pas à quel point nos vies et nos destins étaient liés. C'est il y a 2-3 ans, dans mes lectures de Boris Cyrulnik, qui a dit que les personnes qui ont été victimes d'inceste développent les mêmes troubles que les personnes qui ont été prises en otage, que les personnes qui ont vécu des génocides, que des rescapés de guerre, que des gens qui ont survécu à des attentats, voilà. Et en fin de compte, il y a 4 ans, c'est cette rencontre d'âme qui s'est faite et qui se concrétise là aujourd'hui. Je pense que je vais laisser Rochane, si elle le veut bien, dire quelques mots de notre première rencontre et de nos retrouvailles aujourd'hui aussi autour de ce thème de l'inceste et comment les choses sont liées, génocide et inceste. Merci Fabienne, merci monsieur. Si je suis là aujourd'hui, c'est que ma rencontre avec Fabienne a été une rencontre très forte, comme si son vécu et mon vécu est dans le même lieu et dans la même histoire. Et je voudrais apporter une sorte de miroir par rapport à votre lutte. C'est que ce que nous avons subi au Cambodge, je suis une survivante du massacre des Khmers rouges. Et pendant cette période-là, qui a duré moins de 4 ans, le peuple de 7 millions, il ne restait que 4 millions. Et pendant tout ce temps très court, j'ai subi pendant mon enfance, de 6 ans à 10 ans, l'amour de mes parents,
on nous a privés d'être en famille. J'étais privée de nourriture parce qu'il fallait pas manger, même s'il y a une mangue qui tombe de l'arbre, on n'avait pas le droit de ramasser, sinon on se ferait assassiner. J'ai subi aussi les travaux forcés, et puis tout est interdit, sauf le travail, des travaux forcés, et donc ce qui a fait beaucoup de morts. On n'avait pas le droit d'aimer. Ceux qui pensaient à un homme pensaient à une femme pensait à un homme se faisait aussi assassiner. Donc l'interdit total. Et aujourd'hui, je suis devenue présidente d'une association qui s'appelle Association pour la conservation de l'art et de la culture khmer. Maintenir pas que les enfants abandonnés et démunis qui se retrouvent à la rue, subissent la violence, victimes de la prostitution ou de la pédophilie et des touristes sexuels. Pourquoi je donne le titre de mon association qui est Association pour la conservation de l'art et de la culture? Parce que pendant la période du génocide, on bannissait la culture. Ce qui m'a fait penser que est-ce que l'histoire de la Martinique peut être liée par rapport à cette période de génocide au Cambodge, qui est aujourd'hui, après ce génocide, il y a autant d'abandon d'enfants dans les rues, de violence, et puis aussi pourquoi les parents qui ont survécu des génocides recommencent la même chose que leurs bourreaux ont fait à leurs propres enfants, à leurs semblables. Il y a la violence dans la famille, violence aux enfants, ce que vous êtes en train de subir. Est-ce qu'il y a à voir avec l'histoire? Voilà, donc moi je peux vous apporter par rapport à ce que le Cambodge a vécu par rapport aux travaux forcés, qui nous a fait travailler que la terre pendant 4 ans. On n'avait pas droit à quoi que ce soit d'autre, on dormait par terre même le sol, et on nous a privés de nos droits. On n'avait pas le droit de manger, donc on a subi la famine et on était tout le temps sous la menace qui fait peur. Pourquoi on ne pouvait pas lutter. Et ces 3 principes du système de bourreau s'appliquent même dans le sein au sein de la famille qui subit soit l'inceste, soit le viol, parce qu'on vous rendre ignorant de vos droits, comme ça vous ne savez pas si ce que vous êtes en train de subir est normal ou pas. On vous maintient la pauvreté, vous aurez tout le temps la faim, comme ça vous n'avez pas la force pour lutter, pour vous défendre, et puis on vous fait peur par les menaces de mort, parce que quand vous avez peur, vous ne faites que soumettre et subir. Voilà. Dites-moi, la violence sexuelle, est-ce qu'elle est spécifique aux Antilles? Est-ce qu'on la retrouve partout? Est-ce qu'elle est plus dure chez nous? Vous avez une explication? Pour rebondir sur ce qu'elle dit, Rochane, nos 2 pays sont nés d'un génocide, disons. Le Cambodge n'est pas né d'un génocide, il subit encore le génocide, mais la Martinique est née de plusieurs génocides. Donc la situation en Martinique, elle est certainement très concentrée, très grave, mais ça j'ai envie de dire, d'autres personnes doivent le dire. D'accord? Je ne suis pas la seule en Martinique à savoir qu'il y a des conséquences de la traite, il y a des conséquences de l'esclavage, il y a des conséquences du colonialisme, il y a des conséquences, voilà. Et si
parmi les départements français, on estime que pourquoi on serait les plus criminogènes, d'accord? Pourquoi en Martinique et en Guadeloupe et en Guyane, la situation est plus tendue? Pourquoi? Voilà, donc oui, certainement les choses sont plus graves en Martinique que dans le reste de la France. Voilà, mais c'est ça me fait penser, en fin avril, là, le président Barack Obama a participé à une campagne de 60 secondes avec d'autres comédiens qui parlaient aux hommes américains en disant les États-Unis, nous avons un grave problème, que nos petits garçons et nos petites filles sont victimes de viols et d'agressions sexuelles. Attention, donc aux États-Unis ils ont connu la même histoire que nous, ils ont conscience de ça. Le président a conscience de ça. Donc ici en Martinique, il est temps que nos hommes politiques et nos femmes politiques regardent les choses en face. Est-ce que vous pensez qu'il est conscient de ça parce qu'il est d'origine afro-américaine? Non, je pense qu'il est conscient de ça parce qu'il y a des gens avec lui qui l'ont conscientisé, et c'est pas parce qu'il est d'origine afro-américaine, non. Et je pense que c'est un homme qui vient complètement du social aussi. Il sait d'où il sort, hein. C'est un avocat, mais il est allé dans la rue. Donc il connaît son peuple. Donc j'ai envie de dire à nos hommes et à nos femmes martiniquaises qui sont dans leur tour là, il faut peut-être redescendre dans la rue pour voir ce qui se passe vraiment, aller expliquer pourquoi on n'est plus sensible à la gâchette, pourquoi on est plus porté sur l'alcool que d'autres, pourquoi on fume plus de joints que d'autres. Comme j'expliquais à ma fille il n'y a pas longtemps, c'est vrai que quand on parle de toxicomanie, quand on parle de violence, on voit surtout les produits, on voit surtout la répression, mais des gens qui fument, des gens qui boivent, c'est parce qu'ils souffrent. D'accord? S'ils ne souffraient pas, ils n'auraient pas besoin de se saouler la gueule, quoi. Si les gens qui se pètent la tête avec un joint, avec le crack, c'est parce qu'ils souffrent. Et s'ils souffrent, ils souffrent de quoi? Voilà, donc c'est pas un privilège, c'est pas un luxe et c'est pas un vice non plus. C'est une façon de résister. Donc, ils font avec ce qu'ils vont, ils restent en vie avec ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, une autre vie est possible. Une autre vie est possible. C'est vrai que jusqu'à l'année dernière, je pensais que ce qui m'était arrivé, les conséquences étaient irréversibles. Je n'attendais que ma mort, quoi. Donc, je vais avoir 40 ans, mais pour moi, chaque jour, c'est mon dernier jour. Et quand on vit avec ce sentiment-là, on ne peut pas développer, on ne peut pas avoir des projets de vie, on ne peut pas... Voilà. Parce que ce que je peux dire sur le sujet. Est-ce qu'il y a des milieux dans lesquels on retrouve plus souvent cette violence, où il y a un milieu favorisé, défavorisé? Non. Non, vraiment. Et je pense que c'est une question très intéressante, parce qu'on a tendance à pointer du doigt la rue, les milieux défavorisés. Non. L'inceste et le viol, c'est dans tous les milieux. Et je pense qu'il y a une notion aussi importante, c'est que les prédateurs, puisqu'il faut en parler, il faut les aider, il faut un parcours de soins pour eux, les prédateurs, eux aussi, ont été victimes de violences sexuelles, d'une éducation rude, où les coups ont fait partie d'une façon de les faire grandir. Donc, dans tous les milieux, vraiment aucun milieu n'est épargné. Politique, médecin, dans tous les milieux. Et il s'agit avant tout de protéger les enfants. Notre façon de faire, notre façon d'être, notre façon d'avancer dans nos associations, c'est vraiment ce qu'on a envie de dire. On a envie que les enfants soient protégés. J'étais très contente de rencontrer Ochan pour son travail, parce que chaque fois que l'on met en image, chaque fois que l'on dit les choses, c'est une porte, une lumière pour l'enfant qui souffre. Et j'ai rencontré une jeune femme dernièrement qui me disait « Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais mal à l'aise, mon père m'agressait, je n'étais pas bien, mais je ne comprenais pas. » Et puis je suis allée chez une amie et on a regardé un film
où un père agressait sexuellement sa fille. Et là, le mot inceste et le mot interdit est venu dans ce film. Et elle me dit tout d'un coup, j'ai pris conscience que je subissais l'inceste et que c'était une chose interdite. Et le soir même, mon père est venu dans ma chambre. Le soir même, mon père a essayé de me toucher. Je lui ai dit, je sais ce que tu me fais. Je sais. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Mais parce qu'elle avait eu cette information, parce qu'elle avait eu cette lumière-là, elle a pu dire non. C'était la première fois qu'elle pouvait dire non. Parce que la première chose qu'on nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas dit non? Pourquoi vous n'avez pas résisté? Comment se fait-il? Il faut qu'on ait la compréhension, que les victimes aient la compréhension de ce qui leur arrive. Vous pensez que ces gens qui commettent ces actes incestueux ont été battus, ont eux-mêmes subi aussi des violences sexuelles? Absolument. Les quelques chiffres, parce que malheureusement notre souci, c'est ça, les chiffres, on a besoin d'affiner les chiffres, mais on en a quelques-uns. De nombreux prédateurs ont été victimes de violences, de coups violents, oui, de coups fréquents et répétés, et aussi de violences sexuelles. Je peux donner un exemple, par exemple au Cambodge, après le massacre des Khmers rouges, où la période, nous enfants à l'époque, qui sommes devenus parents, à cette époque, on nous a interdit de tout. Et aujourd'hui qu'on peut vivre librement, ces enfants qui sont devenus adultes, mon âge, qui ont des enfants de 10 à 20 ans, ils disent, vous pouvez aller dans la rue. Quand j'étais enfant, je n'avais rien, j'étais privée de tout. Maintenant, vous avez toute la liberté, vous pouvez vous débrouiller dans la rue. Donc, pour eux, la rue, c'est la liberté qu'eux, ils étaient privés. Donc, ça rejoint à ce qu'eux, ils ont vécu dans leur enfance. Ils font la même chose à leurs enfants sans rendre compte que c'est très grave. Ils sont dans la compétition. Voilà, ils pensent même en faisant ça, ils protègent leurs enfants. Ils donnent la liberté à leurs enfants qu'eux, ils n'avaient pas. Alors, en violant les enfants, ils pensaient, c'est comme ça d'être de bons parents, j'en sais rien, parce qu'ils ont subi la même chose. Il faut qu'ils soient éduqués. Je vous en prie. Voilà, pour revenir sur les auteurs, donc Stop aux violences sexuelles et aussi le professeur GL, qui a repris là, un organisme qui aide aussi les auteurs. Donc, l'atelier thérapeutique qu'on va mettre en place en octobre est adressé aux victimes, mais aussi aux auteurs qui ont été victimes dans l'enfance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a bon nombre de victimes qui s'ignorent. Voilà, et qui deviennent effectivement après des agresseurs, et c'est en rentrant en analyse, en thérapie, qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont subi et qu'ils ont reproduit. Voilà, et quand on demande, est-ce que on ne sait pas si tous les auteurs ont été victimes. Moi, je ne sais pas si mon père il a été victime. Ça aurait été un peu facile. Voilà. Hein. Ça aurait été un peu facile. Je fais ça parce que j'ai subi ça. Donc voilà. Ça me paraîtrait un peu... Mais dans tous les cas, des mesures existent pour aider les victimes à se réparer et à se restaurer, mais des mesures aussi existent pour les auteurs d'agressions sexuelles pour qu'ils ne recommencent pas et pour protéger la société. Et c'est vrai que, comme disait Mme Bora-Eustache, il est important que la société entende qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec son enfant. La société a pas besoin d'interdire ça, voilà, mais il faut qu'elle l'entende, parce qu'apparemment, comme certains ont pu laisser entendre en Martinique, ça n'existe pas. Donc ça existe bien et que c'est interdit. Mais les affaires d'inceste qui sont traitées au tribunal, ce sont des réalités. Oui.
Mais comme on n'en parle pas trop, d'accord? Donc, les gens vivent les choses plus comme du macrélage que comme des faits réels graves. Donc, on sait compter le nombre de victimes de chikungunya, mais on ne peut pas quantifier et identifier le nombre de victimes directes d'agressions sexuelles. Combien de personnes meurent à cause des suicides dus aux agressions sexuelles? Combien de personnes meurent d'AVC suite aux agressions sexuelles parce que le fait de ne pas dire les choses, on finit par craquer. Voilà, donc je pense qu'il est important, donc même si les choses ne passent pas par la parole, mais il est important de se regarder, se dire, mais si j'ai tel comportement, faut que ça interpelle, quoi. Je veux revenir sur la notion d'interdit. Pas seulement la notion d'interdit, je crois qu'il faut redire l'interdit. Hein? Puisque dans notre société martiniquaise, on dit je ne peux pas nourrir cheval pour bas officier monter, donc je peux violer, je n'ai pas de problème. Mais c'est interdit. La loi l'interdit et c'est puni, c'est passible de peine de prison. Et ça, c'est pour ça que je veux vraiment qu'on revienne sur la prévention dans les écoles, dans les familles, dans toutes les strates de la société, pour redire cela. Avoir des relations sexuelles avec son fils, sa fille, sa belle-fille, ce n'est pas, on n'admet pas cela, c'est interdit. Et il faut que les enseignants reprennent ce discours-là, les éducateurs, les médecins, les aides-soignants, que ce discours-là soit repris. On ne touche pas au corps des enfants. Leur corps leur appartient. Un enfant n'est jamais consentant. Et un enfant n'est jamais il subit l'autorité de l'autre. Mais alors les prédateurs, ils le savent que c'est interdit. Ce sont les enfants qui ne le savent pas. Donc le travail est à faire au niveau des enfants. Leur dire. Le seul petit problème, c'est que quand on sait maintenant le nombre d'enfants qui ont été violés, ont subi des violences sexuelles, est-ce que ce sont des prochains prédateurs? Vous m'effrayez quand vous me dites ça là. Non. Est-ce que ce sont des prochains prédateurs? Mais pourquoi vous voulez être effrayé? Vous avez Madame Fabienne Sainte-Rose devant vous. Vous avez des anciennes victimes qui prennent en charge leur destin. Regardez. Vous savez qu'on m'a déjà dit ça dans mes fréquentations. Après avoir vécu le massacre des Khmers rouges, j'ai fait un déni de mon passé. J'avais honte, je ne voulais pas parler de cette horreur parce que pendant mon enfance, avant le génocide Khmer Rouge, j'étais dans une famille aisée, bien éduquée, et puis il fallait, pendant ces périodes, faire semblant d'être des ignorants, faire même des fous, semblant d'être fous pour être survivants, et on travaillait dans des champs. Les enfants à ramasser des bouses de vaches pour faire des engrais, c'est sale. Et on n'avait pas d'amour des parents, j'ai déjà dit. Une fois arrivée en France, je faisais semblant d'être une enfance normale pour montrer que, pour être acceptée. Une fois j'ai fait mon film, toutes mes fréquentations sont venues me dire « Quoi? Tu as vécu tout ça? Mais t'es normal? Tu dois être dangereuse. Est-ce qu'en pleine nuit, tu as des cauchemars et tu risques aussi de poignarder des personnes à côté de toi? Alors que pendant je ne parlais pas, j'étais normale. Une fois qu'on sait mon histoire, que j'ai déjà fait bien travailler là-dessus, sinon je n'aurais pas pu faire le film. On est devenu tout d'un coup dangereux. Donc ce n'est pas vrai du tout. Mais non, je dis ça, non. Au contraire, ceux qui n'ont pas connu ça, s'ils font pas assez de travail sur eux-mêmes, ils peuvent devenir très dangereux. Non, alors en fait, ce que j'ai dit a été mal interprété. Oui. Je ne voudrais pas que les futurs prédateurs puissent dire qu'ils sont prédateurs parce qu'ils ont subi des violences. C'est ça que je veux dire. C'est dans cet esprit-là que j'ai le problème. Non. Voilà. Non. Ceux qui ont subi des violences sexuelles sont des femmes tout bout, des femmes au combat, des mères merveilleuses, des mères protectrices, des femmes qui sont aujourd'hui des liants, des ciments du ciment de cette société-là. Et puis j'aime beaucoup parler de Fabienne Sainte-Rose parce qu'elle a quelque chose d'extraordinaire qu'elle fait.
elle fait du lien. Elle va voir toutes les associations, les hommes, les femmes politiques. Elle fait un travail de fourmi où elle met en lien toutes les personnes. Regardez, Rocha, elle sait faire ça, elle sait faire le lionnage. Et vous voyez, c'est une ancienne victime, c'est une résistante et elle est bénéfique, bonne pour elle-même, pour ses enfants et pour la société. Elle a gagné son combat. Pas encore. Non. La guerre, elle continue. Oui, mais voilà. Le combat n'est pas encore gagné. Tant qu'il y aura des victimes, le combat n'est pas encore gagné. Et je n'ai pas gagné mon combat, non. Non, mon combat il continue et c'est le nôtre. Et je vous remercie vraiment de nous avoir invités. Vous avez gagné quelque chose. Vous êtes là avec le sourire que vous allez pouvoir parler de ça. Je dis que vous avez gagné quelque chose. Et puis, grâce à vous, il y a plein d'autres femmes qui ont gagné quelque chose et qui vont gagner quelque chose. Alors, j'ai dit combat, le mot est peut-être impropre. Je suis sûr que vous avez gagné quelque chose. Mais regardez là, elle a gagné quelque chose, cette femme-là. C'est pas possible. Oui, alors elle est dans un chemin de liberté. Parce que le problème, qu'ont toutes les victimes, que ce soit Rochana ou Fabienne, c'est que ce qui a été subi, ce qu'on a subi, nous garde dans l'enfermement. Et tout le combat, c'est d'aller sur ce chemin de liberté, d'être sur ce chemin de guérison en permanence et de conquérir cette liberté. J'étais très contente de ce qu'on s'est dit ce matin sur l'amour. Oui, si j'ai intitulé mon film « L'important c'est de rester vivant », c'est que pendant la période où on est très bas, vraiment sur le borderline de la mort, ma mère m'a dit que il faut rester en vie. Si tu meurs, c'est moi qui vais être la plus malheureuse. Et tout d'un coup, on sait qu'on est utile, on sait qu'on est aimé. Et quand on est aimé, on a envie de rester vivant pour servir à quelqu'un. Et aussi, c'est parce qu'on aime, c'est pourquoi on a envie de faire plaisir. Donc, on est resté vivant pour aimer, par amour aussi, et toutes les personnes qui ont sorti de cet enfer, je peux vous dire que on ne veut plus connaître la haine et on veut profiter de notre vie avec de l'amour, justement. Avec de l'amour. Avec de l'amour. La liberté, surtout. Avec la capacité. Sans liberté, on ne peut pas aimer correctement, et justement pour faire passer le message à ceux et celles qui sont encore victimes de ce genre de violence, c'est que le travail de l'information et le média est très important. Nous, on peut témoigner, mais sans vous, le média et l'information, c'est impossible que eux qui sont à l'intérieur, dans leur chambre, dans leur foyer, peuvent accéder s'il n'y a pas la télé. Donc, quand ils regardent la télé, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont en train, au fait, d'être victimes de cette violence. Et c'est très important pour qu'eux, ils pensent aussi que ce que font les bourreaux, ça ne se fait pas. Il ne faut pas croire aux paroles qui disent « je fais ça pour ton bien, je fais ça parce que je t'aime ». Non, on n'aime pas quelqu'un et en les enfermant, on n'aime pas quelqu'un en menaçant, on n'aime pas quelqu'un en leur disant ne pas sortir, ne pas parler. Quand on aime, cette personne a toute la liberté de crier sur les toits avec qui on est. Voilà. Est-ce que la majorité des femmes qui ont subi ce genre de violence-là, est-ce qu'elles se retrouvent malheureusement seules pour pouvoir continuer le combat? En tant que femmes, est-ce qu'elles sont accompagnées par des hommes? Est-ce qu'il y a des hommes qui, en dehors des professionnels de santé, est-ce qu'il y a des hommes qui sont dans vos associations, qui vous tiennent par la main pour vous aider à aller un peu plus loin?
En tout cas, dans les groupes de parole, il y a des hommes qui ont accompagné leurs compagnes ou leurs amis. Donc, il y a des hommes auprès de certaines femmes victimes. Dans nos associations, nous avons des hommes, effectivement, à part les professionnels de santé. J'ai des amis qui soutiennent notre lutte. Nous avons des hommes comme le maire de Fort-de-France qui nous a reçus, effectivement, il y a 15 jours, avec Joseph Baltit, qui est son adjoint et responsable de la santé à la ville. Donc, il y a des hommes qui sont sensibilisés et qui commencent à comprendre, parce que c'est vrai que on amène un message nouveau. Les gens faisaient pas, même moi, c'est récent d'avoir fait le lien entre mes difficultés de vie et ce que j'ai subi dans l'enfance. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est un message nouveau, c'est une nouvelle compréhension et plus on témoigne, plus on parle et plus effectivement il y a des gens qui rejoignent notre lutte. J'ai eu à rencontrer aussi Maurice Laouché qui découvrait les choses et qui m'a dit qu'il me soutient aussi dans cette lutte. Donc les luttes, les hommes ils se sentent concernés quand ils savent, voilà, et ils ne sont pas protecteurs forcément des agresseurs. Et c'est vrai qu'en Martinique, comme avait laissé entendre, le fait qu'on soit un petit territoire et que tout le monde se connaisse et que souvent les prédateurs sont connus de tout le monde et qu'on n'a pas forcément la force et le courage de les dénoncer, c'est vrai que on peut être lié par une espèce de complicité. Et en fin de compte, le fait de soutenir des associations qui dénoncent et qui protègent les enfants, eh bien, plus on dénonce et plus on protège les enfants et plus on met la lumière sur les prédateurs et plus tôt on va les désamorcer, les empêcher de nuire. Voilà. Est-ce que dans votre association nationale, on retrouve aussi des hommes? Oui, il y a des hommes et plus particulièrement, il y a un homme qui est témoin. Qui a subi des violences alors qu'il était au pensionnat et qui a subi des violences multiples hein, et qui raconte qu'il a dû commander une arme alors qu'il était jeune adolescent et qu'il est entré au pensionnat avec cette arme, avec la ferme intention de ne plus jamais se laisser maltraiter. Donc oui, il y a des hommes qui témoignent. Il y a des hommes qui prennent soin de leurs femmes. Ça, on en a rencontré, qui écrivent des poèmes. Quand leurs femmes n'arrivent pas à exprimer la perte, la douleur, ils écrivent pour leurs femmes. Il y a des hommes merveilleux. Mais aussi, je dois dire qu'il y a des hommes qui abandonnent leurs femmes en cours de route. Parce qu'une femme qui a subi des violences sexuelles dans son enfance, qui développe différents troubles, hein, différentes maladies, qui est dépressive pendant de longues années, ces hommes-là abandonnent aussi leurs femmes, les ridiculisent, les méprisent et utilisent ça hein, quand il faut se séparer ou divorcer pour la garde des enfants. On montre sa femme du doigt en disant mais elle a été victime de viol et de violence, c'est une moins que rien. Et elle est dépressive, comment peut-elle prendre soin de ses enfants? Et donc oui, il y a des femmes qui n'ont pas ce soutien, cette aide, ce regard de compassion, d'amour hein, et de compréhension. Mais il y a aussi des hommes qui prennent leurs responsabilités et on a surtout envie de mettre l'accent sur ces hommes-là parce qu'il faut montrer ce qui est beau pour que ça puisse se multiplier. On a envie de dire hein, que les hommes comprennent qu'il n'y a pas de honte. Hein, il n'y a pas de honte à dire mais ma femme était une femme qui était victime d'agression et je suis à côté d'elle, je suis partie prenante dans cette lutte-là. Il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner dont tu as parlé, c'est quelque chose de nouveau dans la prise en charge des viols et des violences. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec Rochane dans cette façon de voir. Les psychologues américains se sont rendus compte que les femmes, les hommes qui ont subi des violences sexuelles présentent les mêmes symptômes que ceux qui ont subi la guerre, qui ont subi les rats hein, et qui ont été victimes comme notre journaliste et
martiniquais qui a été fait prisonnier pendant plusieurs années, dont je ne me rappelle pas. C'est pas un journaliste Thierry Dole? Thierry Dole, voilà, ingénieur martiniquais. Donc toutes les victimes présentent les mêmes symptômes. Et aujourd'hui, les victimes de violences sexuelles, de viols, sont traitées de la même façon, ce qui fait qu'on est sur des thérapies plus courtes et une prise en charge novatrice différente, et qui fait qu'on a des résultats plus rapides, plus concrets, j'ai envie de dire, et on n'est pas dans ces chronicisation, chronicisation de la dépression, chronicisation de diabète, surpoids, obésité. On n'entre plus dans ces phases chroniques-là. Et ça, on a beaucoup progressé, beaucoup avancé par rapport à ça. Vous savez que grâce à vous, la Martinique, la Guyane, et puis sûrement les gens plus loin, vont écouter, entendre et regarder d'une autre façon. Le temps est passé très vite avec vous. Malheureusement, nous sommes obligés de nous séparer, mais je reste persuadé que nous sommes amenés à nous revoir. Et comme vous disiez tout à l'heure, Mano Vanier, cette antenne vous est ouverte quand vous voulez. Il suffit simplement qu'on puisse aménager le temps. Et à chaque fois que vous aurez quelque chose à dire, nous sommes partie prenante. J'aimerais juste ajouter pour finir qu'il ne faut pas condamner toutes les personnes et puis tout un peuple entier que vous êtes de tel peuple, vous êtes violent. Non, aucun peuple n'est violent. Il faut regarder, je pense, par rapport à l'histoire. Pourquoi tel peuple vit tranquillement, pourquoi tel peuple subit encore cette conséquence-là? C'est parce que j'ai fait mon analyse à moi, c'est que si on n'a pas eu la guerre, si on n'a pas connu la colonisation, si on n'a pas eu le camp de travaux forcés et puis tous ces interdits imposés par d'autres pays qui viennent nous déranger, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, bourreaux aux victimes, on doit se battre ensemble pour sortir de cette situation. Ce n'est pas nous qui sommes comme ça. Et on n'est pas des peuples violents. Voilà. Merci à vous toutes les trois. Merci madame. Je peux donner les coordonnées. Ah, je vous en prie, donnez-les. Donc l'AMVI, l'association 1001 victimes d'inceste, peut être contactée au 06 96 52 11. Donc pour participer au groupe de parole du samedi après-midi. Vous avez ici le numéro à l'entrée. Voilà. Comme ça les gens pourront la voir. D'accord. Voilà. Et pour votre association? Stop aux violences sexuelles, qui a un très beau site, vraiment bien informé. Donc je vous invite vraiment à aller sur le net, tapez Stop aux violences sexuelles, vous aurez toutes les informations pour vous aider. Et puis un numéro de téléphone, le 10 11 64. Merci à vous toutes les trois et puis à une prochaine fois. Merci à vous. Merci à vous. Merci Rochane d'être venue.